un concours de logement ouvrier est organisé sur les hauteurs de Liège, sur le plateau du Tribouillet, où on va voir les grandes figures de l'architecture moderniste belge se retrouver, ici avec Louis Herman de Koning, ou encore ici avec Victor Bourgeois. Le logement public, c'est principalement des habitations unifamiliales, mais progressivement, ça va être des immeubles à appartements. Alors pourquoi il y a très peu d'immeubles à appartements au début, enfin peu après 1918. Alors vous allez me dire, oui, mais si pour les Liégeois, il y a quand même le complexe de la place Reine-Élisabeth, où on a des immeubles à appartements. Il faut savoir que ces complexes ont été construits, ont été critiqués. Et quand on lit les rapports, notamment des autorités communales, on avait peur de ces immeubles à appartements pour personnes pauvres, tout simplement parce qu'on craignait des foyers de révolution. Néanmoins, pour des raisons budgétaires tout simplement, on va voir, surtout à partir des années 30, la multiplication des immeubles à appartements qui peuvent... Enfin, immeubles publics, je parle toujours de logement public, avec des références, des écritures qui ici réfèrent à l'école hollandaise, Melchior Jorgen, architecte attitré de la maison liégeoise. Cette écriture hollandaise, on la retrouve un peu partout en Wallonie, notamment à Charleroi, avec De Pelsener. De Pelsener qui fait partie de ces architectes qui, pendant la Première Guerre mondiale, se sont exilés. Lui, il est parti aux Pays-Bas, il va travailler dans une boîte de décoration et il va être aux premières loges des nouvelles tendances architecturales aux Pays-Bas. L'école hollandaise, exploitation pas spectaculaire, mais audacieuse et fine de la brique. D'autres expressions de l'architecture de l'entre-deux-guerres, qui ne réfèrent plus cette fois à l'école hollandaise, mais plutôt au travail de Corbu, Mallet Stevens, etc., avec ses enduits blancs, ce sont les travaux de Marcel et Henri Leborgne. Alors, les années 30, l'entre-deux-guerres, de manière générale, c'est aussi l'essor, pour reprendre le mot, l'essor des immeubles à appartements. Des immeubles à appartements qui sont, qui vont répondre aux besoins de la bourgeoisie de disposer d'un logement confortable, mais moins onéreux que la maison de maître. Les immeubles à appartements se développent grosso modo d'abord à Bruxelles. La première expression, c'est évidemment le résidence palace. Et ces immeubles à appartements vont se généraliser un peu partout dans les grandes villes belges et en Wallonie également. Premier immeuble, le travail de Marcel Leborgne, on en a parlé tout à l'heure, l'immeuble de Heug, et puis toute une série de variétés d'écritures dans ces immeubles, la résidence Albert, l'immeuble genevois de Pelsener, et puis à Liège, le travail de la résidence du Parc, considéré comme le premier gratte-ciel à Liège. Enfin, gratte-ciel, on est un peu prétentieux. Ce qui est fantastique, ce qui est très intéressant d'un point de vue sociologique dans l'immeuble appartement, c'est le fait que, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les domestiques ne sont plus d'accord de travailler pour rien, sont moins malléables qu'au XIXe siècle. La bourgeoisie a de plus en plus de mal à payer des domestiques. Et donc, la solution de l'immeuble à appartement est toute trouvée. Pourtant, les codes de fonctionnement de l'hôtel de maître, où on voyait la séparation entre les domestiques et les maîtres, se retrouvent à l'horizontale dans les immeubles à appartements. Généralement, vous avez un grand couloir qui sépare, avec à l'arrière les domestiques, la chambre de la bonne à l'arrière, et les espaces nobles situés en façade à rue. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de remarquer la différence de rapport à la hauteur. Alors, j'adore ce cas parce qu'on peut aller se promener et le voir en 5 minutes. Vous êtes avenue du Luxembourg, non loin de l'église Saint-Vincent, et vous avez un même maître d'ouvrage, Théophile Halleux, un même architecte, ingénieur-architecte, Paul Petit, qui réalise 2 immeubles à appartements qui ont moins de 10 ans d'écart. Le premier, le plus ancien, celui de gauche, les bonnes, les domestiques, sont logés au dernier étage et l'ascenseur
grimpe jusqu'à l'avant-dernier étage. Et 10 ans plus tard, le dernier étage est devenu un étage stratégique, est devenu un étage super important, et les domestiques sont dorénavant relégués au premier étage. Donc le rapport à la hauteur en 10 ans a complètement changé. Pour l'entre-deux-guerres, un petit mot quand même sur la seconde moitié des années 30, avec le travail de l'OREC. Alors tout à l'heure je parlais de Van de Velde, qui n'avait rien fait en Wallonie, mais néanmoins, donc l'OREC, c'est l'Office de redressement économique et du chômage, créé en 33 ou 34, je ne sais plus exactement. Et c'est un bureau qui va stimuler, qui va porter la modernisation des infrastructures publiques en Belgique. Et à la tête de l'OREC, un directeur artistique qui est Henri Van de Velde, qui va vérifier les plans, vérifier les éléments formels, etc. Ce qui fait qu'on soit à Couëmes, à Visé ou à Liège, on a dans les infrastructures publiques une grande ligne, d'une grande cohérence entre les différents bâtiments. Quand vous regardez le lycée de jeunes filles de Pierre Rouche à Serein, on n'est pas très loin finalement dans le traitement des volumes, le traitement des baies, etc., de la cité scolaire de Wamuel. J'ai quand même voulu montrer ce bâtiment à droite, le lycée d'Oie de Jean Mouchen, peut-être une des réalisations en matière d'infrastructure publique des années 30 la plus aboutie ici à Liège, avec par ailleurs cette volonté d'intégration d'œuvres d'art. Une trentaine d'artistes travaillent pour ce projet. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, les enjeux sont un peu... Il s'agit de reconstruire le pays, évidemment. On a des villes qui sont entièrement sinistrées. Je pense à Mons et la Louvière. Les villes de l'Est de la Belgique, Saint-Vith et Malmedy, ont largement souffert des destructions. Et on a, alors là je reprends le texte de Luan Nguyen dans le livre qui était sorti l'année passée, on a 3 orientations dans la question de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. On a une orientation plutôt culturaliste portée par Paul Bonduel. On a une orientation plutôt vernaculaire, où là on va s'inscrire dans le contexte, on va reprendre des éléments caractéristiques de l'architecture locale, des toitures à versants, mais également des matériaux, surtout locaux, comme l'ardoise ou les moellons de craie. À Liège, quartier d'Angleur, un quartier qui a largement été détruit pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale. 2 solutions proposées par le groupe EGO. Une solution qui finalement s'inscrit dans la suite des cités-jardins de l'entre-deux-guerres, avec des maisons mitoyennes, avec petits jardinets devant et jardins à l'arrière. Et puis des projets de grande ampleur, avec 2 grandes barres, avec celle de gauche que je vous montre ici sur le slide, où l'esthétique réfère clairement au travail de Corbu. Et puis, bien sûr, EGO, dans les grands projets d'envergure, la reconstruction à grande échelle, c'est presque de nouvelles villes qu'on est en train de construire, c'est la cité de Droix, plusieurs milliers de logements, avec une vision qui dépasse la question du logement, puisque l'ensemble du quartier de Droix est équipé de logements, bien sûr, mais est équipé d'une église, d'un parc public, d'une crèche, d'une école. Bref, on réfléchit la chose dans sa globalité. Et même chose, intégration d'œuvres d'art avec participation de plusieurs artistes, dont Jean Resse, par exemple, ou Noël Randax. Les années 50, c'est aussi la diffusion du style qu'on appelle le style international, d'une certaine manière, les façades rideaux, les références à Corbu avec ses structures sur pilotis. C'est le palais de justice de Charleroi, de Jacques de Pelsener, où là aussi, toujours, cette volonté d'intégrer des œuvres d'art et de faire collaborer des artistes avec Olivier Strebel notamment, ou André Huppé. À Liège, le Palais des Congrès, que vous connaissez tous, et qui, lui, dans l'histoire du groupe Leclerc, marque d'une certaine manière une certaine rupture, parce que là, clairement, le groupe Leclerc se positionne par rapport au contexte, positionne le bâtiment dans le fil de la Meuse, avec une architecture, une écriture qui réfère aussi au style international, avec aussi collaboration de plusieurs artistes. Je pense à Eva Herbier ou Jan Kelevici, qu'on avait vu dans l'exposition de 1939, et puis cette fameuse tour Schoeffer. Alors, assainissement,
oui, ça, je voulais parler un peu de ça parce que peut-être, bah, tout à l'heure, un monsieur posait une question ou faisait une remarque, je ne sais pas très bien, euh, qui en fait témoigne du côté difficile du modernisme, de la difficile reconnaissance du modernisme aujourd'hui. Pourquoi est-ce que, à un moment donné, le modernisme a été quelque chose de décrié? Peut-être que c'est simplement une question de goût, une question de jugement, mais peut-être que c'est aussi une question liée à justement cette question de l'assainissement, de la métropolisation. Dans les années 60, les grandes villes belges, et je vais prendre Charleroi ou Liège, se lancent dans l'ambition de métropoliser la ville, d'agrandir la ville, de rendre la ville une attractivité tertiaire. À Liège, c'est la construction de la cité administrative. Et la construction de la cité administrative, elle va s'appuyer sur un discours d'assainissement. Le quartier de Ferronstrée est un quartier tout pourri, des maisons insalubres. Il faut raser, il faut assainir, il faut moderniser la ville. Alors que le quartier de Ferronstrée, à l'époque, recèle un patrimoine de grande valeur du XVIIIe siècle. On assainit pour construire la cité administrative. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on est dans une logique très libérale et très économique. C'est presque un partenariat public-privé. Vous avez la ville de Liège qui va construire sa tour, et à côté, le privé qui va construire le grand magasin L'Innovation à gauche, et Interparking qui réalise le parking au pied de la tour. Même chose. Alors je vous l'ai montré évidemment parce que l'enjeu de l'avenir de ce morceau de ville ici à Liège est crucial. Le complexe des Chiroux-Kennedy-Croisier, avec aussi, et ça je voulais quand même en toucher un mot 2 secondes, cette référence à l'Amérique. Il y a une fascination dans l'American Way of Life, la fascination de l'Amérique, qu'on va même retrouver jusqu'en dans le nom du pont et de la tour Kennedy et le pont Kennedy qui est rebaptisé Kennedy en 63 après l'assassinat du président. Et même chose, public, privé. Ville et province de Liège se lancent dans la construction de cette espèce de grand cylindre qu'est la Maison de la Culture et cette rampe avec la bibliothèque, la plus grande, à l'époque la plus grande bibliothèque publique de Wallonie, donc publique, et Solico qui va construire la tour Kennedy, donc un programme de promotion immobilière. Même chose à Charleroi, dans une autre écriture ici, avec, et je l'ai lu dans le guide, je ne savais pas, considéré à l'époque le Centre Albert comme la plus haute tour de bureau de Wallonie. Ah oui. Alors, la seconde moitié du XXe siècle, c'est aussi 2 grandes aventures qui sont menées à Louvain-la-Neuve, évidemment, et à Liège. D'abord à Liège, en 1954, le groupe Lecker va préconiser la construction d'un nouveau campus. Là, on parle d'un campus, un campus dans les bois du Sartillement, un projet qui est porté par Marcel Dubuisson. Et ce qui unit finalement les projets de Louvain-la-Neuve et de Liège, c'est que dans les 2 projets, on va convoquer des architectes de talent. On a une vraie réflexion sur la qualité architecturale. Et le premier projet, le premier bâtiment qui est construit en 1962 au Sartillement, c'est d'une symbolique tellement forte, c'est le magasin à livres. Le premier bâtiment que l'UNIF construit, c'est le centre, le trésor de la connaissance, le magasin à livres, un bâtiment qui est en cours de transformation, je pense, qui se situe juste en dessous du CHU, autre grand bâtiment, le mastodonte du CHU porté par Charles Van Den Hoef, un chantier qui va durer plus de 25 ans. Charles Van Den Hoef sera démissionné et ne participera pas à l'inauguration du bâtiment. Un bâtiment aussi qui convoque, enfin c'est la démarche de Charles Van Den Hoef comme d'autres, hein, de nombreux artistes plasticiens, je pense à Sol Lewitt et Léon Huidard. Alors, autre participant au Sartillement qu'on va retrouver à Louvain-la-Neuve, c'est évidemment Roger Bastin ou encore André Jacquemin avec le restaurant universitaire. Il faut savoir aussi que le Sartillement, c'est un campus, donc c'est un ensemble de bâtiments universitaires qui doivent vivre en autarcie, mais tous ces bâtiments sont construits aussi, je prends les Hall Omnisport
les halls omnisports, c'est bien sûr pour le service aux étudiants et aux chercheurs, mais c'est aussi des bâtiments qui sont accessibles au personnel universitaire pour leurs loisirs, pour venir faire du sport. Alors, Louvain-la-Neuve, on est un peu plus tard. Louvain-la-Neuve, c'est après la grande crise du Wallenbeuten en 68, avec la scission de l'aile francophone et néerlandophone de l'université catholique. En 68, donc, les autorités académiques de l'université catholique francophones décident de déménager. Et là, on va pas construire. Alors, on va s'installer à Woluwe, mais surtout à Louvain-la-Neuve. Et l'orientation qui est prise par les autorités académiques, c'est une orientation qui va vers la construction d'une ville nouvelle. Donc, quelque chose, d'une mixité des fonctions qui n'est pas dans le programme d'un campus. 3 figures ici. Pierre Lacomte, l'urbaniste, Jean-Pierre Blondet, l'architecte, et Raymond Lemaire, l'historien de l'art, avec un plan d'urbanisme qui est défini en 1970, avec une logique moderniste fonctionnaliste, une séparation des circulations par exemple, une séparation des fonctions, mais dans une image qui réfère à la ville traditionnelle à la Raymond Lemaire. Avec à nouveau, comme dans le cas du Sartillement à Liège, des grandes figures de l'architecture belge de la seconde moitié du XXe, le cyclotron, premier bâtiment construit lui un peu à l'extérieur du complexe de Louvain-la-Neuve, Charles Van Denove avec Émile Joseph Hetways, et puis ce fantastique bâtiment de la Bibliothèque des Sciences réalisé par André Jacquemin. Même chose, un bâtiment qui sert de repère urbain finalement dans le paysage de Louvain-la-Neuve. Un musée que je vous invite évidemment à visiter, puisqu'aujourd'hui c'est un musée, c'est le musée L. Une réflexion qui dépasse de la part de Jacquemin le bâtiment de la Bibliothèque des Sciences pour se percoler vers l'espace public et d'autres bâtiments. Les années 60-70, c'est aussi de grandes réflexions sur la question de l'industrialisation du logement. Alors je ne dis pas que ça n'a pas existé avant. Dans le logement public, dans les années 1919, 1920, 1921, on a eu des expérimentations, principalement à Bruxelles et donc dans le logement public. Mais là, on a des initiatives privées portées par 2 grandes figures. Et là, je vous invite à aller voir le film de La vie en kit de Élodie de Gavre. 2 figures que sont Jean Anglebert, le liégeois, enfin le Viel salmien, ou le Viel salmois, je ne sais pas, j'espère que je n'offense personne. Jean Anglebert qui va développer 2 systèmes de préfabrication. Le système PATS, qui est en fait un système de standardisation fondé sur l'utilisation du bois. Il rencontre un menuisier du côté de Malmedy, Heini Patz, et il va développer son système de construction modulaire en bois. 38 maisons seront réalisées avec le système PATS. Et Jean Anglebert, il n'en reste pas là, puisque c'est un idéaliste. Il va aussi voir dans l'architecture une solution pour la crise qu'est en train de connaître l'industrie sidérurgique liégeoise et wallonne de manière générale, avec la création des cabines Sibcro, des cabines entièrement construites en métal, qui peuvent être empilées comme des conteneurs. Un prototype est réalisé juste à côté de l'usine de Chertal, mais il n'y aura qu'un prototype et le système ne fonctionnera jamais, en tout cas n'arrivera pas jusqu'à une production industrielle. Et puis l'autre personnage, Élodie en parle, Paul Petit, avec Sarsa-Nicolas, Marcinelle, là aussi une standardisation à petite échelle, en métal, une réflexion aussi, on n'est pas dans la même logique que Jean Anglebert, puisque ici on a une réflexion communautariste, il n'y a pas de séparation entre les jardins, on favorise les communications, et une réflexion également sur la couleur. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la métropolisation, de la transformation de la ville avec ses autoroutes urbaines, ses bâtiments de grand gabarit, la cité administrative, etc. Le côté brutal aussi que le modernisme a pu vivre, a pu provoquer dans les années 60-70. On a des architectes qui vont remettre en question, qui vont s'opposer à ça avec des solutions tout à fait particulières. Je pense à Jacques Gillet, avec cette fameuse école organique liégeoise. Je reviens sur la notion d'école. Jacques Gillet, en 1967, va réaliser la maison de
de son frère, une maison en béton projeté sur une structure en treillis métallique, calculée par René Grège, avec la collaboration d'un plasticien qui est Félix Coulin. Pour Jacques Gillet, il est évidemment, quand vous regardez ça, il est hors de question de construire des maisons en série. Avec en plus, de la part de Jacques Gillet, une réflexion sur l'autoconstruction, puisque Jacques Gillet construit avec ses étudiants cette maison. Il fait école. Je prends Bernard Herbeck, avec sa maison personnelle à Jeuet en 1978, une maison en autoconstruction également, avec en plus une notion de récupération des matériaux. Et puis le dernier représentant de la lignée de l'école de Jacques Gillet, la maison de Saint-Chaumont de Henri Chaumont. Nous sommes du côté de Mormont-Ciné. Et puis je terminerai, je pense, non, j'ai pas encore fini. L'autre grande figure, et là je me concentre sur cette question de la remise en question du modernisme, Charles Van Denove, l'hôtel Torensius. Vous voyez où c'est, on est à proximité de l'église Sainte-Croix, on est à proximité du cadran. Charles Van Denove achète cette maison du XVIe siècle, attribuée à Lambert Lombard, alors que les bulldozers s'affairent tout autour. Donc il y a une notion de sauvegarde derrière, sauf que dans le travail de Van Denove, il s'autorise avec talent à intégrer des éléments contemporains. Je n'ai pas mis du détail, notamment sur la façade arrière, et des intégrations d'œuvres d'art d'artistes contemporains comme Daniel Buren, ici sur la voûte que vous voyez dans le hall d'entrée, Jean-Pierre Pincemin ou Léon Ouidard. Mais le projet le plus emblématique de Charles Van Denove, c'est évidemment la cour Saint-Antoine. Et je vais vous lire un petit extrait parce que cette remise en question du modernisme, elle est bien sûr dans le chef de certains architectes, mais aussi dans le chef de certaines autorités. Le projet de la cour Saint-Antoine, c'est un projet qui est porté par la Société de développement régional pour la Wallonie, la SDRW. Et le directeur de la SDRW, à la veille du chantier de la cour Saint-Antoine, explique dans la presse ceci. Même si cela dérange, il faut admettre que l'architecture moderniste est avant tout, dans le vécu de la population, associée à la construction d'ensembles démesurés, aux profits acquis par les promoteurs, à l'insécurité, au mal-être, plutôt qu'aux objectifs sociaux dont elle se voulait originellement porteuse. Et donc, ici, la SDRW va soutenir un projet de cicatrisation finalement du centre urbain. On est au moment où juste à côté, la place Saint-Lambert, c'est le trou de la place Saint-Lambert, avec une intention patrimoniale, puisque Charles Van Denove va réinterpréter les spécificités patrimoniales de la rue Hors-Château sur les façades, donc les corps de bâti qui se situent à droite, un espace semi-public au centre et un bâtiment nouveau en béton architectonique qui reprend certaines caractéristiques de l'architecture locale. Et ces dimensions de revitalisation, de transformation de centres urbains, de revitalisation des centres urbains, on retrouve ça aussi à Verviers dans le chef de Émile-Joseph Etways, à Rennes-et-Cheval. Et je reviens sur Van Denove. Van Denove fait aussi école, puisque Van Denove, qui est passé chez Van Denove, notamment Bruno Albert, ici avec le ministère de Tille-Lorrain, et le HEC de Liège. Et je pense que j'ai dépassé, je voulais m'arrêter en 1889 et je me suis arrêté en 1993-94. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. On en apprend encore tous les jours, à mon âge. Donc, merci Sébastien pour cet exposé. Donc maintenant, c'est l'heure des questions-réponses. Questions, parce que tout à l'heure, on a eu quelqu'un qui a un peu confondu questions et revendications anti-modernisme, on peut le dire. Donc voilà. Donc avez-vous des questions? Alors, Madeleine court et moi, je joue avec Sébastien. Merci. C'est une vraie question, je précise. Merci. Vous avez parlé de
avez parlé des modules CIPCRO de Jean Englebert, les modules métalliques qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fonctionné? Alors pourquoi ils n'ont pas fonctionné? Je pense que Jean Englebert, quand il parle de ça, il dit toujours, mais il a peut-être raison, qu'il a été précurseur trop tôt. Et que pour lui, ça n'a pas fonctionné parce que les gens n'étaient pas à l'époque, mais je ne suis pas sûr qu'ils le soient encore aujourd'hui, d'accord de vivre dans des boîtes métalliques. C'est comme ça qu'il l'explique. Ça fonctionne, enfin, sur le papier, ça avait l'air de bien fonctionner quand même, et économiquement aussi. Mais c'est comme on a aujourd'hui aussi encore des projets de maisons en conteneurs. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Ça, il faudrait poser la question aux architectes. Est-ce que les maisons en conteneurs, ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un marché qui fonctionne avec ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Mais ça, c'est un architecte qui pourra répondre. Moi, je suis historien de l'art, donc je peux difficilement me positionner par rapport à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que